le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est une obligation en fait d'avoir des réseaux sociaux. Au moins un, que tu aies au moins Snap ou au moins Instagram ou Facebook ou un truc qui dit en fait que tu es là, que tu es présente, que tu fais des choses sympathiques dans ta vie ou autre. Mais si tu montres qu'en fait tu fais rien ou tu montres pas grand chose de toi, bah, les gens ils vont pas s'intéresser à toi. Ouais. T'existes pas en fait. Tu dévoiles. T'es personne. Tu montres à quelle heure tu te lèves, ce que tu manges, ce que tu vas faire dans ta journée. T'es vraiment, c'est limite je cuisine, je montre à tout le monde ce que je fais. Exemple, être à table, partager un repas, c'est un truc tout bête. On va plus être sur notre téléphone et à parler avec les personnes qui sont pas présentes, plutôt qu'à communiquer avec les personnes qui sont présentes avec nous. Ouais, c'est vrai. Quand tu vas à un anniversaire ou que ce soit même ton propre anniversaire, quand on allume les bougies dans la logique des choses, on est là, on dit fais un vœu et souffle en fait. Non, maintenant c'est plus fais un vœu et souffle, c'est attends, on n'a pas, mets-toi de ce côté-là, mets-toi non de ce côté comme ça. Attends, j'ai pas encore allumé mon téléphone. On va me le répéter plusieurs fois, mais dépose ton téléphone. Et moi j'étais tout le temps là sur mon téléphone, je voulais tout filmer, tout montrer. C'est devenu instinctif en fait de se filmer tout court en fait sur Snap. C'est instinctif, c'est devenu une habitude, c'est limite vital en fait. Et aujourd'hui on a besoin de ça un peu pour exister. C'est vraiment surtout l'apparence physique qui compte le plus en fait. T'es là, tu te fais belle, tu te make-up, tu fais ton petit contouring, tu t'habilles bien, tu fais tes petites photos. Attends, je te mets un filtre quand même. Pour nous les filles, on va vouloir montrer qu'on est des femmes fortes, qu'on a besoin de personne, qu'on sait s'affirmer toute seule, etc. Dans le meilleur des mondes, on va même donner des conseils, on va jouer les femmes fatales. Et j'aime trop. T'as vu, elle passe trop bien celui-là. On va refléter en fait ce qu'on a envie et non ce qu'on est réellement. C'est pas la réalité en fait, c'est un autre monde. Les plus jeunes, franchement, à l'heure actuelle, ils me font peur. Les petites de 16 ans, par exemple, à l'heure actuelle, tu vas les voir, t'as l'impression qu'elles ont 25 ans. Elles vont se faire accoster par des mecs de 30 ans, elles vont faire comme si elles ont réellement 25 ans. Et c'est super dangereux, alors qu'en réalité, elles ont 16 ans. Elles vont se maquiller d'une manière ou s'habiller d'une manière. Tu dis, mais en fait, la fille, elle a pas 16 ans. Elle a 20 ans, c'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça qu'il y a plein de pièges et plein de trucs vicieux qui se passent, parce que les filles, à l'heure actuelle, elles font plus leur âge. On a tous l'impression qu'elles sont beaucoup plus grandes que nous, beaucoup plus matures que nous, alors qu'en réalité, c'est des enfants. À l'âge de l'émancipation et de l'affirmation de soi, les applications numériques sont des sanctuaires pour les adolescents. Pour tester leurs limites et les interdits, les ados partagent des expériences sociales protégées par les écrans et les pseudos. Des réseaux sociaux dont les parents ne connaissent ni les codes, ni les usages, ni les dérives. Une génération entière se retrouve sur ces plateformes pour construire de nouveaux modes de vie, mais aussi de transgression. Un monde virtuel derrière les écrans, pourtant bien connecté aux dangers de la vie réelle. Les pratiques délictueuses y sont en pleine expansion. Drogue, pornographie, prostitution, pédocriminalité. Plongée dans le dark side de la génération Z, la face cachée des réseaux sociaux. Pour nous, en fait, on a grandi avec ça, on fonctionne avec ça. Aujourd'hui, on ne parle plus par SMS, on parle plus beaucoup par SMS ou par téléphone. On utilise nos téléphones pour aller sur l'application et on discute entre nous via les applications. Et en fait, les dealos, ils sont là aussi sur les applications et c'est un plus, quoi. Et nous, on s'est adaptés, ils sont adaptés. Voilà, et voilà, ça va. C'est toute une génération qui a changé et là, actuellement, c'est le meilleur moyen et je pense que les parents, vu qu'ils savent pas comment ça marche, ils se rendent pas compte de la facilité d'accès pour acheter de la drogue et puis n'importe quel type de drogue. Souvent, ils mettent en story quand ils proposent tout ce qu'ils vendent. Tu sais ce que le dealos a, tu sais ce que tu veux, tu sais combien tu veux, et ça va droit au but. Ils ont absolument tout.
de la coke, la MD, de la ligne, de la kétamine, 3-MMC, 2-CB qui m'avaient livré, LSD aussi, ouais. Champignons, tout, absolument tout. Il y en a même certains qui vendent du crack, par exemple, sur Snapchat. Et c'est toujours surprenant d'entendre ça, en vrai. Toujours très surprenant. C'en est un qui met donc son petit snapcode, via l'application Snapchat. Ça va direct scanner le petit snapcode, donc beaucoup plus simple. Donc là, il te montre la qualité, les livraisons, donc c'est de 12h à 20h. Il te dit les zones où il livre, et après il dit le minimum de commandes qu'il faut pour être livré. Il y a moins aussi la frayeur d'aller en bas des cités pour aller chercher dans le four. Mais c'est vrai que depuis c'est sur les réseaux, je connais personne qui s'est fait cramer parce que c'était sur les réseaux. Avant l'époque de Snapchat et tout ça, ils retraçaient les numéros du répertoire du dealer quand ils se faisaient choper. C'est plus facile par Snapchat, les messages se suppriment, donc si ils nous prennent notre téléphone, il n'y aura pas de preuves. Ça nous rassure. Tu leur dis, voilà, j'ai une 50 de shit ou de bœuf, telle adresse, le mec il te répond, ok, je suis là dans un quart d'heure. J'ouvre mon portillon, on fait l'échange, ou limite je le fais rentrer pour pas qu'on fasse ça dans la rue, on fait l'échange et il repart en scout. Ouais, et en 2 minutes, c'est fini, même pas. Même pas besoin de se déplacer, quoi. Enfin, moi je sais que maintenant je passerai plus par autre chose que les réseaux sociaux. Je pense aussi, ouais. Ça y va, et forcément, quand c'est beaucoup plus accessible qu'avant, je pense, forcément ça donne envie de beaucoup plus consommer aussi. Ouais. On a un client qui aimerait bien 4 grammes pour être envoyé dans la journée. Là, on voit notre Instagram avec les produits différents qu'on a. Les dealers 1.0, ils envoyaient plein de messages par téléphone chaque semaine, jusqu'à un point que c'était embêtant. Nous, on publie principalement sur Instagram. On fait des stories tous les jours sur les livraisons. Du coup, on donne les créneaux et les façons les gens peuvent être livrés. On faisait des petits concours pour alimenter les communautés. D'habitude, ça augmente les messages au moins 25%, 50%. C'est un impact énorme et immédiat sur nos ventes. On voulait créer quelque chose qui est vraiment premium et stylé, qui change complètement de l'image de cannabis. Du coup, on a travaillé avec un designer, des photographes principalement de la mode, qui travaillent avec des grandes marques pour avoir une image de marque et de vraiment créer un univers. Pour avoir une grosse organisation dans le cannabis ou d'autres drogues, c'est clair, il faut fonctionner comme un vrai business. On utilise des tableaux Excel, des outils de gestion de projet pour grandir plutôt vite. C'était nécessaire pour nous de travailler avec des méthodes plutôt stratégiques. On fonctionne vraiment comme une vraie organisation. Cette dealeuse réalise un chiffre d'affaires de 50 000 € par mois. Sans les réseaux sociaux, c'est pas vraiment possible de faire ce que nous on fait aujourd'hui. L'apparition et le développement des réseaux sociaux ont beaucoup contribué à l'utilisation des drogues parmi les jeunes. Évidemment que les trafiquants de drogue ont saisi l'impact et l'importance de ces réseaux sociaux en proposant leurs services, en proposant justement même des offres, on va dire presque des catalogues avec des produits, des offres promotionnelles dans certains cas. On assiste véritablement à l'ubérisation du marché de la drogue. Il y a quelques années, la population exposée à la toxicomanie ou des conduites à risque sur Internet était plutôt une population adulte ou jeune adulte. Maintenant, de plus en plus, on voit apparaître des cas ou des conduites à risque, prise de produits ou exposition sur Internet ou des histoires de cyberharcèlement chez des jeunes de 10-12 ans.
Les gens s'exhibent maintenant. On est dans un culte de l'image, dans un culte du corps, dans une banalisation totale du respect de soi-même, de sa vie privée et de son intimité corporelle. C'est quand même quelque chose qui doit nous saisir, parce qu'il y a les aspects pornographiques, il y a les aspects un peu d'harcèlement scolaire, il y a des gens malveillants qui proposent à des gens de s'exhiber, ainsi de suite, ils leur font du chantage. Ce qui choque, c'est de voir la naïveté de ces jeunes-là qui se croient à l'abri parce qu'ils sont derrière un écran et qui se disent qu'ils seront quand même protégés quoi qu'il arrive. Et les jeunes, ils sont complètement démunis. La génération Z filme tout, même le plus intime. C'est des photos qu'on peut faire à son petit copain ou même à ses amis ou à quelqu'un qu'on a rencontré. Donc c'est des photos dénudées qu'on envoie à peu de personnes, quoi. Des photos intimes qui se retrouvent à la vue de milliers de personnes. À 16 ans, Maeva a décidé de s'attaquer au phénomène de la vengeance en ligne, le revenge porn. Des images sexuellement explicites partagées illégalement dans une forme de vengeance. Le phénomène a explosé sur les réseaux sociaux. Alors du coup, ficha, ça veut dire affiche en verlan. On a juste à taper ficha sur Snapchat ou même sur Telegram et puis on trouve. Le concept, c'est d'afficher du coup des mineurs sans leur consentement. Soit parce que du coup, les filles ont quitté leur petit copain, soit elles ont trouvé quelqu'un d'autre. C'est pour mettre la honte, c'est pour dénoncer ce qu'ils appellent du coup des putes, selon eux. Parce que si tu nudes, c'est que t'es une pute. Du coup, ils veulent dénoncer tout ça. Et puis même eux, ils s'amusent, ils trouvent ça drôle. Ils disent qu'ils font ça pour se satisfaire eux-mêmes, pour rigoler, pour pouvoir mettre la honte, pour pouvoir dénoncer. Ça, c'est juste du coup une nude d'une fille qui a été affichée, mais il n'y a pas du coup c'était coordonné. Heureusement d'ailleurs pour elle. Mais il y a vraiment plein de conversations avec que des nudes des filles. Et des fois, c'est pire vu qu'elle est donnée. Il y a même des fois leurs adresses qui ont été sorties. Tout le monde, du coup, les reprend, les partage, et c'est vraiment devenu un harcèlement. Il y a déjà eu un suicide d'Élise, âgée de 16 ans. Et c'est déjà trop, c'est un de trop. Elle s'est défenestrée. Elle a été affichée par un compte, et puis elle l'a pas supporté, surtout que, à mon avis, elle devait avoir pas mal de problèmes aussi, et puis elle a préféré partir. C'était trop pour elle. Chaque jour, Maeva reçoit plus d'une vingtaine de SOS de jeunes femmes victimes de vengeance en ligne. C'était un garçon que j'avais rencontré sur les réseaux, évidemment. Et il s'est retrouvé en possession de vidéos désavantageuses de moi. C'était des vidéos pornographiques. Et il les a envoyées à une de mes meilleures amies en lui demandant de bien prévenir comme quoi ces vidéos n'allaient pas rester dans son téléphone et elles allaient apparaître sur les comptes ficha et ce genre de choses. Mais je pensais jamais que ça m'arriverait à moi, quoi. Et c'est un truc que j'ai toujours trouvé étrange. Je me suis sentie honteuse. Enfin, c'était mon corps qui allait être exposé, donc pour moi, c'est moi qui étais honteuse. Mes parents ne sont absolument pas au courant parce que mes parents sont assez stricts. C'est un monde qu'ils connaissent, mais ils s'imagineraient pas que je puisse faire partie de ces gens. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à une fille ou même à un garçon, puisqu'il y a aussi des garçons qui sont affichés. C'est leur vie, c'est leur corps, enfin, faut arrêter. Pour organiser la riposte, Maeva a mobilisé d'autres adolescents sur les réseaux sociaux. Ils ont créé le collectif Stop Ficha. Ils ne se sont encore jamais rencontrés. Ces jeunes dénoncent systématiquement les abus sur la plateforme de signalement Pharos. Créé en 2009 par le gouvernement, le site permet aux citoyens de signaler les contenus et comportements illicites. Du coup, là, il faut cocher pédophilie ou corruption de mineurs sur Internet. Ensuite, que c'est sur un réseau social. Les signalements sont alors transmis à une unité spéciale de police qui compte 27 enquêteurs dans toute la France. Peu de moyens pour enquêter sur les centaines de milliers de messages postés chaque jour.
Je les compte même plus. C'est devenu habituel. C'est comme si j'étais une machine, quoi, tout simplement. J'ai 16 ans, je devrais plutôt m'amuser sur mon téléphone, appeler mes copines, et pas justement les délaisser pour pouvoir m'occuper de ce qui se passe, parce que c'est pas mon rôle. Mais si je le fais pas, il y a personne. Yann Bastière a été pendant plus de 20 ans officier de police judiciaire à la brigade des stupéfiants. Aujourd'hui représentant syndical, il peut sortir de son devoir de réserve. Son constat ? La police française est démunie pour lutter contre les délits commis sur les réseaux sociaux. Là, vous appuyez où ça fait mal. Les moyens informatiques, Internet, de la DSL, de la fibre. Oui, j'ose même pas vous parler à quelle époque nous en sommes aujourd'hui dans certains commissariats de France. C'est-à-dire la préhistoire. On n'est pas formé, on s'auto-forme. C'est une problématique qui devrait être prise en compte par les pouvoirs publics, de se dire je dois former mes enquêteurs à ces nouvelles technologies et à ces nouveaux réseaux et à des nouveaux modes d'investigation qu'il va peut-être falloir mettre en place pour aboutir. Mais on y est. Là, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et on sacrifie des enfants. Vous avez des gamines et des gamins détruits en quelques jours. En quelques jours, ça allait à peu près, ils étaient sur leur téléphone. Et en quelques jours, ils sont détruits, déscolarisés. Et ce sont nos enfants, ce sont les petits-enfants, ce sont les enfants des amis. Il faut pas se leurrer. Il faut tirer la sonnette d'alarme très vite pour sauver une génération qui découvre malheureusement les travers de ces réseaux sociaux et de ces messageries. Je suis un peu larguée. Nous, parents, on est un petit peu... je dirais que ce monde-là, nous, on ne le connaît pas. Un adolescent reste quand même très secret. Donc, en effet, on ne sait pas ce qu'ils font vraiment avec leur portable. J'aimerais bien que ma fille, elle s'en rende compte des fois. C'est très grand ce qu'elle a fait, mais en même temps, j'ai aussi un petit peu peur parce que j'ai senti qu'elle le prenait tellement fortement que je me demandais si ça jouait un petit peu sur son caractère. Elle était un peu traumatisée par rapport à ce qu'elle a pu voir et ce qu'elle a pu aussi entendre avec des jeunes filles qui pleuraient, qui se disaient « mais je vais me suicider ». Ça a été dur. Je pense que pour elle, psychologiquement, ça a été très dur quand même. Bisous, ma chérie. Bisous. Allez. Ça me fait peur. C'est la première fois que je les vois. Ça fait bizarre. On se connaît, mais on s'est jamais vu, quoi. Comment ça va? Ça va et toi? Mon Dieu, ça fait trop bizarre de te voir. C'est un truc de ouf. Grave. C'est dommage que je peux pas te faire un câlin là. Mais moi, j'ai trop envie. Après de longs mois à échanger derrière leurs écrans, le collectif d'adolescents se rencontre enfin dans le réel. Voilà. Bon. Ravie de faire ta connaissance. Moi aussi. Et moi, c'est Jésus, du coup. Ça fait bizarre, c'est un truc de ouf. Ça fait trop bizarre. Ouais, c'est hyper bizarre. Déjà, moi, je t'imaginais plus petite, physiquement. Je les voyais tout le temps sur Instagram ou même en visio, et là, de les voir en vrai, c'est impressionnant. Ça va super bien. Yo, ça va? Tranquille. Bienvenue chez moi. Il y a tout le monde dans le salon, là. Ça, c'est lourd. Salut. Bon nuage de gaz et tout. Moi, c'est la première grosse manip. On est toutes passées par là un moment, de tout éteindre et de chialer. Il y a des trucs qui se passent, tout le monde est au courant, parce que, on est tous au courant, on a tous été au moins une fois face à du revenge porn sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi il n'y a rien qui est mis en œuvre? Pourquoi il n'y a rien qui se passe réellement pour venir en aide aux victimes? Et surtout qu'en plus, quand tu parles aux victimes et que tu as envie de les aider, mais en même temps, tu es impuissante, c'est là où tu te dis, mais en fait, je vais péter un plomb. Enfin, comment on fait? Clairement, comment on fait? De force dans la fac, après on s'est battu, du coup c'est plus normal. Après, moi je pense surtout aux vigiles. Les jeunes militants sont soutenus par une nouvelle alliée, une avocate touchée par leur combat.
C'est sanctionné de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. C'est un délit. Et il y a encore un délit qui est spécifique pour les jeunes femmes mineures, puisqu'à ce moment-là, ça s'apparente à de la pédopornographie. Et donc voilà, donc c'est prévu par la loi. Le problème, c'est que dans les faits, c'est très difficile de protéger les victimes. Ça fait 2 mois qu'on se bat et 2 mois qu'on ne fait qu'être témoin d'à quel point l'arsenal juridique actuel ne nous permet pas d'avoir des résultats et de protéger effectivement les victimes de revenge porn en l'occurrence, mais je pense de haine en ligne plus généralement. C'est terrible, en fait, c'est une infraction pour laquelle, entre les faits et le nombre de plaintes déposées, il y a un écart énorme. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est comme les auteurs ne savent pas que c'est une infraction, bah parfois les victimes ne le savent pas non plus. Et si ces comptes s'appellent Ficha, pourquoi ? C'est pour dire, c'est le verlan de affiche. Donc le but, c'est de faire honte. Donc c'est de faire culpabiliser la victime. Moi, j'ai vu des échanges qu'on m'envoyait où en fait la victime, elle contacte la personne qui a diffusé la vidéo et il lui répond « mais t'avais qu'à pas faire ça. Maintenant tu le sais qu'il faut pas envoyer des nudes, qu'il faut pas envoyer ce genre de contenu. Ça t'apprendra la prochaine fois que tu le feras plus. » Alors évidemment, quand on est victime, c'est très difficile ensuite d'avoir conscience, de se déculpabiliser et d'avoir conscience qu'on peut agir et qu'on peut défendre ses droits et ses intérêts. Des délits passibles d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. À lui seul, le collectif a déjà déposé une vingtaine de plaintes, mais jusqu'à présent, aucune n'a donné lieu à des poursuites. L'hypersexualité est de plus en plus banalisée sur les réseaux sociaux et les adolescents sont plus facilement confrontés à des pratiques illicites comme la prostitution. Un monde jusque-là réservé à des réseaux criminels très structurés qui s'organisent aujourd'hui en majorité sur des plateformes comme Snapchat ou Instagram. À 15 ans, Nina, issue d'un milieu plutôt favorisé, est tombée dans la spirale de la prostitution. Un cauchemar qu'elle raconte dans un livre écrit avec son père, « Papa, viens me chercher ». Un jour, sur Instagram, Nina est approchée par un dealer à qui elle commande régulièrement du cannabis. Je lui ai demandé, je lui ai dit oui, j'ai plus d'argent, est-ce que je peux dealer ? Il m'a dit à part le tapin, je vois pas ce que tu peux faire, la drogue c'est pas un milieu pour les femmes. Et je me suis dit ah ouais d'accord, et j'étais pas sûre, je savais pas, et donc il m'a dit regarde, viens demain soir et on en parle, et je serai avec mon associé, on en parle. Et j'y suis allée le lendemain, j'ai beaucoup fumé toute la soirée, et au bout d'un moment, lui et son associé ont expliqué qu'il fallait qu'il teste la marchandise. J'ai dû coucher avec les deux. Le soir où j'étais chez ce fameux dealer et son associé, il m'expliquait que c'était via les sites d'escorte. Donc c'est la première fois que j'entendais parler de sites d'escorte et je ne savais pas, pour moi ça se faisait dans des, on appelle ça un peu des maisons closes ou voilà. Mais je savais pas que ça existait sur internet. Et donc le soir pendant qu'il dormait, moi j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé un peu et j'ai trouvé des pages et des pages de sites d'annonces. Et donc, j'ai commencé par regarder un petit peu les annonces pour voir ne serait-ce que les prix, comment étaient les filles, tout ça. Et j'ai décidé de m'inscrire. Et donc, j'ai commencé à le faire toute seule. Nina franchit le cap du premier client à l'âge de 15 ans. C'est une sensation qui est un peu particulière parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on perd pied. C'est à partir de ce moment-là qu'on est prêt à renier certaines valeurs qu'on peut avoir pour de l'argent, pour de la liberté, pour quelque chose de nouveau en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment perdu pied. Nina fugue. Ses parents se mettent à sa recherche. Son abonnement téléphonique était à notre nom, donc il suffisait juste de voir combien elle recevait de SMS par jour ou combien elle en envoyait. Et il y a eu de grosses quantités. Une journée, il y a eu, je pense que c'est lié au moment de l'inscription. Et là, il a suffi tout simplement de rentrer sur un moteur de recherche lambda son numéro de téléphone, et on est tombé directement sur les annonces. Et puis on l'a reconnu sur les photos, donc même si celle-ci était
je dirais assez discrète, mais voilà, on l'a reconnue, oui, on a vu que c'était elle. Si vous gardez que ces images, ce qu'on a vu de ces annonces, non, on n'arrive plus à marcher, quoi. C'est beaucoup trop violent. L'idée tout de suite, ça a été, bon, on va la sortir de là, ça prendra le temps qu'il faut, mais on va la sortir. Pendant toute cette période, j'ai eu une boule au ventre qui ne s'arrête pas. Je me suis menti à moi-même, le mot prostituée ne sortait pas de ma bouche. Je parlais d'escorte, d'accompagnement, je ne parlais pas de prostitution. Non, je ne suis pas une prostituée, je suis une escorte, c'est différent. Comme si l'escorting était plus glamour que la prostitution. Mais au final, c'est le même mot, c'est le même terme, c'est la même définition. Et c'est les mêmes actes. Ces affaires de prostitution de mineurs sont de plus en plus nombreuses. Pour y faire face, le ministère de la Justice a créé des postes de procureurs spécialisés, notamment au tribunal de Créteil. C'est un phénomène qui est assez nouveau, il est apparu à peu près aux alentours des années 2012-2013. Tous les professionnels de terrain, justice, police, services sociaux, ça veut dire qu'à cette période-là apparaissent les premières situations de mineurs qui se prostituent. Et on peut dire que le phénomène explose véritablement à partir des années environ 2016. Les mineurs vont être approchés, vont être recrutés par le biais des réseaux sociaux et que la place des réseaux sociaux dans le processus de recrutement des mineurs est de plus en plus importante. Tout va très vite, tout est possible, tout se fait à une vitesse folle. Le recrutement des prostituées par le biais des réseaux sociaux se fait à une vitesse incroyable. Ça peut être une fille du quartier, puis ça peut être véritablement, quand on est, on va dire, sur le pur Mac 2.0, une fille qu'ils ne connaissent absolument pas, qui habite dans une autre ville et avec laquelle ils vont entrer en contact via les réseaux sociaux. Et c'est une pure relation d'affaires, on va dire, qui va avoir lieu entre ces deux personnes, parce qu'elles ne se connaissent absolument pas, savent très bien pourquoi elles sont là. C'est l'une se prostituer et l'autre faire prostituer une mineure. À ce jour, aucune étude n'a été menée. Le phénomène est encore trop récent. L'Association contre la prostitution des mineurs estime qu'il y aurait entre 5 000 et 8 000 mineurs prostitués en France. Un monde souterrain que nous allons infiltrer. L'une de nos journalistes va se mettre dans la peau de Lily Baby. Elle crée un faux profil d'une adolescente de 17 ans. Très rapidement, de nombreux utilisateurs qu'elle ne connaît pas s'abonnent à son compte, dont un profil explicite, Antoinette Escorte. Cette Antoinette propose à Lily Baby de l'aider à devenir escorte. En contrepartie, elle touchera un pourcentage, 10% de ses revenus, comme un proxénète. Elle lui demande aussi son mot de passe afin de modifier son profil et des photos plus sexy. Enfin, elle lui envoie les tarifs à communiquer aux clients. Le lendemain matin, le profil modifié est en ligne. La proxénète a rajouté 1 an à Lily Baby, qui est désormais majeure. Elle a aussi donné son numéro. En peu de temps, notre journaliste est submergé de messages et d'appels. La proxénète l'incite à contacter les clients directement et à prendre rendez-vous.
Coucou, c'est Alice. Ouais, tu vas bien? Je vais bien et toi? Bah très bien, ouais. Ok, c'est cool. Et t'as quel âge? J'ai 43 ans et j'adore rencontrer des filles jeunes comme toi, quoi. Tu t'es intéressé par quoi? Bah, plan sexe. Écoute-moi, si tu prends pas liquide, je veux pas parler trop. Hein. Non, moi c'est en liquide et c'est quand on se voit. Donc c'est... Ça veut dire t'es une vraie. Oui, c'est du réel. Moi, je vais prendre juste pour 1 heure. Ok. Et tu seras dispo quand, toi? Ce que je te propose, c'est qu'on organise une première rencontre pour qu'on vérifie tous les deux que c'est bien réel. Tu sais, les gens qui ne tapent pas, tu peux envoyer quelques photos comme ça. Très bien, je t'enverrai des photos pour que tu vois à quoi je ressemble encore plus. Ok, y a pas de problème. Bonne soirée. Toi et aussi. à très bientôt. Au revoir. Bisous, ciao. Ciao. Salut. Ça va? Ça va. Tu sors du taf? Ouais. T'as quel âge toi déjà, je me souviens? Demain, j'ai 33. Demain 33. T'attends quoi? Tout dépend de toi. C'est eux qui proposent. Festa, c'est une festa. Après, j'ai payé une fois, 2 fois en vacances. Ouais. Ouais, genre Amsterdam. Je vais pas être sincère avec toi du coup. En fait, je viens d'avoir 17 ans. Ça aurait été ouais. T'as déjà créé une boutique? Genre mineur? Ok. Mais pas rémunéré. L'homme ne donnera pas suite. Solliciter des relations sexuelles avec une prostituée mineure est passible d'une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Rendez-vous avec un deuxième client. Il a la cinquantaine. Bonjour. Ah, vas-y toi. Je sors du travail. Mais tu vas bien? Ça va, ouais. T'as rencontré plusieurs femmes grâce aux réseaux sociaux? Je t'explique, au début, les années 90, c'était plus facile. Ah ok. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de virtuels. Beaucoup de virtuels. Aujourd'hui, avec Snapchat, Hangout, Skype, tous ces trucs, ça a explosé. Je connais des gens qui ont créé ce site à l'époque. Ah, ok. Donc ils m'ont expliqué. Voilà, il m'a dit 95%, méfie-toi parce que c'est des travestis, soit des homosexuels ou des hommes qui cherchent des mecs. Ok. Alors, ensuite, il m'a dit 2-3%, c'est les gamines qui sont entre 14, même 13 ans des fois, et 16 ans. Parce que du coup, t'as déjà parlé à des filles qui avaient 13-14 ans? Non, il y a des filles qui mettent 18 ans. Ouais. Mais après, au bout d'un moment que tu parles avec, ils te disent, souvent tu sais, en fait, en vérité, c'est que 16 ans ou 17 ans. En tout cas, t'es une fille très gentille. C'est gentil. Très jolie aussi. C'est très sympa. Tu vas essayer de trouver des filles comme toi. Du coup, je fais ça parce que vraiment... pour avoir un petit peu d'argent. Mais après, je t'avoue que c'est ma première fois. Ah. Ouais. Mais d'ailleurs, je préfère être sincère. Ouais. En fait, je viens d'avoir 17 ans. Ouais. Comme j'ai pas osé te le dire tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux te dire? Moi, il n'y a pas de problème. La première fois, je voulais bien le faire, mais il faut de la discrétion absolument. Ah ben bien sûr, enfin moi, je t'avoue que si j'ai commencé ça, il faut que je sois discrète. Donc s'il y a une aide, moi je suis grand-mère, bien sûr. Sûr. T'as déjà rencontré une fille comme moi mineure sur les réseaux sociaux avec qui t'as pu aller plus loin? Avec qui t'as été plus loin? Toi, pour toi, c'est quoi l'âge idéal d'une fille? L'âge idéal, c'est 18. 18, 17, ouais. Bon, ça va, je suis pile dedans alors. Tu vois? Heureusement que j'ai pas paniqué, hein. L'homme se permet même quelques conseils. Il y a des hommes qui sont vicieux et qui te posent des questions pour peut-être savoir si on va aller plus loin avec des choses. D'accord. Ok, je ferai attention. Malgré que je te vois comme si tu étais ma fille. Ok. C'est bon, là, c'est normal. Ouais. Ça marche. Bon, allez, je te laisse là. Bon, bah, fais une bonne route. Hein. Oh là là.
Bon. On se tient au courant. Bye. Beaucoup de plaisir. Moi aussi. Salut. Ah. Non, je voulais juste te dire, si je suis content avec toi, Ouais. ensuite je peux le faire plus souvent. Ouais. C'est bon, je peux te donner même plus. Ah, ok, d'accord. Plus. Plus que tu demandes. Ah, plus d'argent. Ok. Ok. C'est Ouais, très juste gentil. ça. Ah, c'est super gentil. On parle longtemps. Ouais, c'est gentil. Ciao. Bye. Il aura suffi d'à peine 2 semaines pour que cette adolescente fictive soit encadrée par une proxénète et qu'elle rencontre son premier client potentiel. Il arrive très souvent que ces prostituées-là, elles s'évaporent, elles disparaissent. On a beaucoup de mal à remettre la main dessus parce que ce sont des fugueuses d'habitude pour la plupart d'entre elles. Que quand on parvient à remettre enfin la main dessus, généralement elles n'ont pas envie de coopérer avec les services de police parce qu'elles sont encore dans ce schéma, de ce fonctionnement selon lequel elles font ce qu'elles veulent, que ça ne regarde personne et c'est très, très compliqué. Nina s'est prostituée durant 3 longues années. En fait, je me suis simplement rendu compte qu'il fallait pas que je finisse à la morgue ou dans une tombe pour pouvoir me rendre compte que j'avais fait une connerie, ou qu'il fallait pas attendre qu'un de mes parents soit décédé de chagrin ou de tristesse pour me rendre compte que j'avais fait de la merde. À un moment, je me suis dit, il faut que je me reprenne en main. J'avais envie aussi de me dire que j'étais destinée à une vie meilleure, à une vie saine, à une vie épanouie et heureuse, et construite proprement aussi, avec de l'argent propre. Je peux pas vivre en continuant à me prostituer et je peux pas vivre en continuant à me droguer. Et au bout d'un moment, je me suis dit oui, faut que je me donne les moyens de réussir. Et oui, c'est compliqué parce que j'avais honte. Je me dis mais comment je vais pouvoir me reconstruire, comment mes parents vont pouvoir encore m'aimer après ce que j'ai fait. Et j'ai tout fait pour pouvoir me sortir de là. Et j'ai reconstruit le lien que j'avais perdu avec ma famille. La dématérialisation des échanges rend la tâche des enquêteurs et de la justice particulièrement compliquée. Le virtuel rend beaucoup plus difficile les investigations parce qu'il est beaucoup plus compliqué de remonter le titulaire d'un compte, que les annonces en tant que telles de recrutement, quand il s'agit de stories, s'effacent quelques instants après. Donc c'est très compliqué de figer ce mode de recrutement dans les dossiers, d'identifier qui est titulaire d'un compte qui va s'appeler Anissa Plansou 33, voilà, donc ça veut rien dire, donc il faut aller remonter et c'est très compliqué. On a effectivement souvent l'impression d'arriver en retard et classiquement de ce qu'on dit, vider la mer avec une petite cuillère. C'est très très compliqué. Faire une réquisition auprès d'Apple, auprès de Facebook, auprès d'Instagram, j'ose même pas parler de messagerie cryptée. Là, c'est une fin de non-recevoir. Vous heurtez à un mur. Et pour l'enquêteur, ça devient frustrant parce que, quoi qu'il arrive à la base, vous avez souvent, et surtout dans les faits dont on parle, vous avez des victimes. Et l'enquêteur, s'il y a un moment ou un autre, il se retrouve face à une non-réponse à une réquisition, quand dans le cours de son enquête, il n'a plus d'autre choix, l'enquête s'arrête. Ça relève du chemin de croix. On trouve là les limites de l'exercice. La police ne nous protège pas. Les textes législatifs nous protègent-ils assez? Comment protéger nos enfants? Les cybercriminels ont une longueur d'avance, même quand il s'agit des déviances plus graves, comme la pédocriminalité. En quelques clics, des prédateurs peuvent entrer en contact avec des enfants. Une petite fille de 10 ans en a été victime, avec un jeu en ligne pour enfants appelé Movie Star Planet. Le principe du jeu, c'était de devenir une star, d'avoir plein d'argent du jeu, d'avoir plein d'amis, d'avoir des beaux vêtements aussi. J'avais quelques camarades de classe, beaucoup de copines à moi qui jouaient et qu'on parlait à travers le jeu. Dans le jeu, il y avait autant de personnes que je connaissais dans la vraie vie que de personnes que je connaissais pas. Ma fille jouait beaucoup.
Tous les soirs, dès qu'elle rentrait de l'école, elle jouait 1 heure ou 2. Moi, j'étais complètement confiante. Mais via ce petit jeu, en fait, tout le monde qui joue pouvait être ami avec ma fille. Et ça, je ne le savais pas. Un jour, la directrice de l'école m'appelle. On était en CM2. Elle m'appelle en me disant que la gendarmerie des Yvelines recherchait une petite fille qui s'appelait... En me disant que cette petite était en danger via un prédateur sexuel. Et je me rappelle, j'ai raccroché, j'ai pris ma voiture, je suis allée voir la directrice et j'étais dans un état presque de choc en disant mais oui, ma fille joue bien à ce jeu, oui, ma fille s'appelle... Il n'y en a pas 2 dans le village. J'étais complètement terrorisée. Les enquêteurs lui apprennent que l'un des amis virtuels de sa fille est en réalité un homme de 70 ans. En 4 lignes, en fait, c'était très rapide. Hein. Il lui dit est-ce que tu veux... Non, je veux voir ta petite chatte. Ma fille qui répond elle est juste à côté de moi parce qu'on a un chat. Et lui dit non, mais télécharge Skype, comme ça je veux voir ta petite chatte. Et toi, tu veux pas me voir tout nu? Et Lily qui répond non, ma chatte est là. Et puis après, elle n'a plus répondu. Et lui a relancé, mais télécharge Skype. Et Lily ne répond plus. En fait, il me demandait d'aller sur une autre application, alors que moi, je voulais vraiment jouer au jeu. Et comme je comprenais pas le rapport entre l'application et le jeu, je me disais que c'était pas quelqu'un de très net. C'est l'éditeur du jeu lui-même qui a alerté les autorités. Il surveille les activités suspectes des joueurs. Les prédateurs sexuels se croient protégés par l'impunité de ces jeux pour enfants où n'importe qui peut s'inscrire en ligne. Un homme, trentenaire, accepte de témoigner de son expérience. Cette déviance, au final, a été déjà en moi. Elle n'a pas été créée par le virtuel. Je ne peux pas dire que c'est Internet qui m'a fait faire quoi que ce soit. Mais je pense que c'est Internet qui a facilité justement cet accès à ça. Parce que justement, sur cette plateforme, il y avait une concentration de beaucoup de mineurs. Et donc c'était beaucoup plus simple de le faire, de se cacher aussi, de moins prendre de risques. Ça m'apportait de l'excitation que le contenu pornographique classique m'apportait plus forcément. J'allais quasiment tous les soirs de la semaine. Il y avait des fois où je me dis non, arrête tes conneries et tout. Mais invariablement, j'y retournais. Parce que c'était plus fort que moi, comme des pulsions que j'arrivais pas à contrôler. Pour reprendre l'analogie de la drogue, c'est on prend une dose et puis progressivement on est toujours tenté d'en prendre une plus grande. Et là c'est pareil, donc on est toujours tenté d'aller vers des contenus plus durs. J'ai parlé à quelqu'un de majeur, sous le couvert de cette fausse identité, qui m'a dit que lui aimait aussi des images d'enfants encore plus jeunes, donc il m'en a partagé. Donc ça, j'en ai consulté, je lui en ai renvoyé, on a fait quelques échanges d'images, donc là vraiment pédopornographiques d'enfants très, très jeunes. Mais avec le recul, en fait, j'ai du mal à même concilier le fait que je vivais normalement dans la journée. Et puis le soir, je me fermais totalement, et puis dans ma chambre, je faisais ça. Vraiment, sur le moment, je sentais pas de culpabilité, quoi. Il y aurait quelqu'un, je pense, en face de moi qui m'expliquerait qu'il viole des enfants, ça me prendrait l'estomac, j'aurais dégoûté, quoi. Au quotidien, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez empathique, de faire attention aux autres et tout, et étant virtuel, c'était beaucoup plus simple, et il y avait aucun remords sur le moment, quoi. Même dans certains récits, je mettais en scène mes cousins, donc des enfants, et du coup, forcément, dans ma tête, la barrière du fantasme et du réel, je sentais s'affiner vraiment, quoi. Je sais pas, peut-être que
plusieurs mois plus tard, peut-être que je serais passé à l'acte réellement, j'en sais rien. Je peux pas dire catégoriquement que ça aurait pas été le cas, je sais pas. 3 mois avant cet entretien, l'homme a reçu un email du modérateur de la plateforme. Son profil a été signalé. Ce qui m'a fait vraiment me rendre compte de ma situation et un peu le rappel à la réalité, au final, c'est pas tout ce que j'ai fait avant de faire du mal aux personnes à qui je parlais et la culpabilité finalement d'avoir ces idées dans ma tête, c'est la peur de me faire attraper. Parce que là, je me suis dit, mais tu risques la prison, c'est stupide à dire, mais c'est un retour à la réalité un peu brutal, alors que j'aurais pu l'avoir avant, quoi. Aujourd'hui, l'homme suit une thérapie avec un psychiatre. Sur le moment, elle a cru qu'elle avait fait une énorme bêtise. Elle était en tort, c'était sa faute, c'était elle qui avait fait une bêtise. Elle comprenait pas que c'était pas elle, quoi, elle y était pour rien, le chat. On n'a pas protégé notre enfant. On l'a laissé aux mains d'un pervers. On se sent vraiment mal. Moi, j'avais honte. C'est moi qui n'ai pas protégé mon enfant. Donc, je comprends que les parents préfèrent se voiler la face, se cacher. J'étais à 2 doigts aussi de dire bon, dis rien. Mais non. Il fallait qu'il y ait une justice. Je voulais une justice. Le poids de la culpabilité et des démarches dissuade certains parents d'entamer une procédure judiciaire. Dans l'affaire dont a été victime la fillette de 10 ans, seule sa famille a porté plainte. Pourtant, selon la police, 23 autres petites filles auraient été approchées par le même prédateur sexuel sur le même jeu. Il s'agit de cet homme. Son procès a lieu aujourd'hui. Bon, donc là, 2h moins 20, on va savoir à 2h si c'est 8 clos ou pas. Okay. L'association Agir contre la prostitution des enfants s'est portée partie civile. Sa présidente se bat pour permettre aux victimes de pédocriminels d'obtenir un procès. C'est plutôt rare parce que, très honnêtement, d'abord, ces hommes sont extrêmement bien organisés, n'ont pas effectivement les moyens, la police et les instances n'ont pas les moyens de court-circuiter ça. Donc c'est vrai que quand on en chope un, mais il faut effectivement en faire quelque chose d'emblématique pour faire passer les messages. Ces écrans créent une espèce d'impunité pour les prédateurs parce qu'ils savent pertinemment qu'avant de remonter la filière, ils auront le temps effectivement de se faire plaisir. Le manque de moyens de lutte de la police et de la justice laisse un avantage certain aux cybercriminels. Pourtant, une législation existe depuis 2007, la loi contre la corruption de mineurs sur Internet. Aujourd'hui, le législateur a décidé d'être extrêmement sévère. C'est des peines d'emprisonnement qui sont très lourdes, qui sont prévues. Là, on monte jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, d'1 million d'euros d'amende. On est sur quelque chose de vraiment très très élevé dans l'échelle de la répression française, parce que la loi a voulu donner les moyens aux juges de sanctionner très sévèrement ce genre de comportement. La famille du septuagénaire l'accompagne à l'audience. Ce à quoi je rêve, c'est qu'il y ait une sentence qui soit pédagogiquement correcte, c'est-à-dire lourde, pour que ces prédateurs ou ceux qui sont tentés de continuer à agir comme ça dans le dos des enfants sentent que quand même la justice, quand elle passe, elle passe. L'homme est condamné à 3 ans de prison, dont 1 année ferme. Ayant effectué 1 année de détention préventive, il ressort libre du tribunal. Il y a un gros travail à faire pour informer les familles, les enfants du risque et recommander aux parents d'être toujours extrêmement vigilants. Les petites victimes, pardon, mais au moment des fêtes, moi j'appelle ça des bébés. Des bébés, elles avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans. Elles jouaient. Elles ne jouent plus à la poupée. Elles jouent effectivement sur les écrans, mais elles jouent.
Dans la rue, vous ne laissez pas parler votre enfant à n'importe qui, donc pourquoi vous faites ça sur Internet? Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. On ne sait pas qui est derrière cet écran en fait. Les réseaux sociaux, c'est nocif en fait, faut se méfier. C'est totalement du fake. Ça te pousse quand même à faire les mauvais choix en fait. Tu en deviens mal avec toi-même, tu te perds en fait. Prenez les choses basiques. Accepte les gens que tu connais. T'as pas besoin d'avoir des milliers de personnes de toute façon autour de toi. Tant que t'es bien avec quelques personnes, c'est bon. T'as pas besoin d'avoir 10 000 personnes autour de toi.